Hey, what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. What's up? De l'autre bord de... Je me sens comme dans un gel, genre. C'est qui est en gel? C'est ça la question? Yo, hopefully, c'est pas moi. Tu veux qu'on touche nos mains, genre? Alright. Donc, donc aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et on a un invité spécial, donc Lucas Paget-Cacha. Donc, je vais te laisser te présenter, puis dis-nous qu'est-ce que tu fais. First, merci pour l'invitation. Super content d'être ici. Qu'est-ce que je fais? Je suis présentement en train de faire un doctorat en intelligence artificielle au MILA, au Montreal Institute for Learning Algorithms. Aussi, je fais un stage chez Facebook AI Research, ici à Montréal. Et en gros, je fais de la recherche en intelligence artificielle. OK, sounds good. Puis, tu sais, je suis super content de t'avoir ici parce que tu es un de mes plus vieux amis, en fait. C'est vraiment nice de t'avoir ici. Having a boy, je me souviens, c'est le first time qu'on s'est rencontrés, c'était en classe d'informatique. On s'est assis à côté, one next to another. Puis c'est comme ça. The rest is history. The rest is history. Puis je pense que c'est intéressant parce que, tu sais, nous, les généralistes, on aime ça, aborder des sujets qui sont peut-être pas abordés dans d'autres sphères, surtout dans notre communauté, chez les jeunes. Donc, ça va être une bonne occasion de démystifier un peu ce qui se passe. Puis, je pense que je vais laisser commencer avec les questions. Ouais, non, définitivement. Comment tu t'es intéressé à ça? Je te dirais que j'ai toujours eu un bon intérêt pour les mathématiques. C'était toujours moi, même au primaire ou au secondaire, qui posait plein de questions aux profs. Facts. Je me rappelle, tu vas voir ton conseiller en orientation au secondaire, tu dis que tu aimes les maths. La seule réponse qu'il te donnait, c'était « tu devrais faire de l'actuariat ». Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas vraiment. Tu travailles en soute, avoir un horaire régulier. Fait que rendu là, mon frère m'a dit « tu devrais peut-être considérer computer science. Je pense que tu aimerais ça. » Fait que, avec ça en tête, je me suis inscrit en maths computer science à l'université. Première école de computer science, j'ai adoré. C'était vraiment love at first sight, love at first line of code. Puis à partir de là, j'ai pris un cours de AI. Puis l'AI, c'est vraiment pile dans l'intersection de mathématiques et computer science. Fait que pour moi, c'était vraiment un fit naturel. OK, that's pretty cool. Puis justement, tu parles de ton travail justement dans ton stage de recherche à Facebook. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mettons le matin, tu vas au bureau. C'est quoi la première chose que tu fais? Dans le bon temps que j'allais au bureau, première chose que je faisais, je mangeais un bon repas grâce au site Facebook. Yes. Mais de façon plus concrète, je te dirais qu'une bonne partie de ma job, c'est probablement de juste rester au courant avec toute la littérature qui sort. Il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche en AI et juste rester au courant de tout ce qui se passe, ça prend une bonne partie de mon temps. Bon, là, une fois que tu es confortable avec toutes les méthodes qui ont été développées pour la question que tu essaies de répondre, parce que faire de la recherche, c'est vraiment ça. Tu as un problème qui t'intéresse, tu essaies de développer des algorithmes, des solutions qui peuvent potentiellement répondre à ce problème-là. Puis de façon vraiment générale, j'essaie de m'inspirer un peu des domaines un peu annexes à mon problème, extraire un peu leurs méthodes puis les appliquer à mon problème, voir si ça peut fonctionner. Regarder où est-ce que les méthodes existantes ne sont pas capables de bien performer, puis justement voir comment je peux adresser ces problèmes-là. That's pretty cool. OK. C'est vraiment nice parce que, tu sais, c'est ça. Nous, ce qu'on aime faire, on aime ça avoir des experts parce que c'est des sujets qu'on pourrait aborder nous-mêmes, mais avoir quelqu'un comme toi, tu sais, te donner un petit peu de street cred, un peu, là, comme je pense que tu as publié quoi, peut-être, tu as été au moins dans 5-6 articles scientifiques. Ton article le plus publié a été cité au moins 70 fois. Ouais. Par Google Scholars. So, tu sais, quand vous faites vos recherches sur Google, puis vous allez chercher peut-être des trucs d'intelligence artificielle, peut-être que vous allez tomber sur un papier qui a fait. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que tu t'y connais, puis tu as une bonne vision des choses, puis ça va nous permettre de décortiquer un petit peu c'est quoi, en fait, le AI, donc l'intelligence artificielle, puis un petit peu de démystifier les mythes. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, disons que t'as moi, là, je suis un alien, j'arrive là, boum, j'arrive sur la Terre, quelqu'un me dit « Oh, AI, c'est the thing ». Là, je suis comme, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis en plus, disons que je suis un alien de 10 ans, là. OK, c'est bon. Comment tu peux m'expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle? Le AI, là, de façon vraiment générale, c'est juste un algorithme ou un ordinateur qui accomplit une tâche que nous, on juge qui requiert l'intelligence. Là, à partir de là, la question la plus intéressante, c'est comment est-ce que tu encodes ce knowledge-là, cette intelligence-là dans le système. Ce que tu peux faire, ce que le monde faisait surtout avant, c'est que tu peux demander à un expert qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là, puis de carrément coder explicitement ce que cette personne-là ferait dans cette situation-là. Par exemple, quand tu joues à Super Smash Bros. Ou
je suis un vieux gamer, je sais pas c'est quoi les current games, C'est mais le bot dans le jeu, si tu l'attaques avec ton épée, il va mettre son bouclier, si tu sautes, il va mettre son épée vers le haut. Ça, tu pourrais regarder le code puis voir ces commandes-là explicitement écrites dans le code. Bon, ça, c'est la phase numéro 1. Je te dirais que le monde, quand il parle de AI maintenant, ce qu'ils ont plus en tête, c'est le machine learning, où est-ce qu'au lieu d'encoder explicitement qu'est-ce que tu veux que ce programme le fasse dans une situation, je vais juste lui donner du data. Je veux dire, dans cette situation-là, pour revenir à mon exemple de jeu vidéo, je pourrais collecter plein de data sur des professional gamers, puis après ça, monter à mon algorithme, OK, voici le frame que le professionnel a vu, puis voici son action. Fait que là, je veux que mon algorithme modifie ses paramètres internes de telle manière à ce que quand je remonte l'image, il va être plus likely de me répondre la bonne action. Fait que là, je peux répéter ce processus-là avec mon data, puis je peux converger vers une solution où est-ce que, dans le fond, il va un peu capturer l'intuition du gamer ou l'intuition derrière l'action que la personne essaie de faire sans que j'ai besoin de lui expliquer de façon vraiment concrète qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Does that make sense? Ouais. Ouais, puis j'ai une petite question aussi, parce qu'on parle souvent du AI, c'est la chose du futur, c'est le concept du futur, et ainsi de suite, mais ça fait vraiment longtemps que ça existe. Machine learning, it's been a while. Tu sais, t'as Turing, t'as plein de personnes. Yeah. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on en parle et pourquoi que c'est maintenant que c'est devenu effervescent? C'est une très bonne question. Je te dirais que la réponse numéro 1 à ça, c'est que on a finalement le computing power pour scale ça à vraiment le prochain niveau, là. OK. Si tu prends, mettons, les réseaux de neurones et tout ce qui est deep learning, c'est des choses qui sont vraiment computer hungry puis data hungry. Puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et que maintenant qu'on a accès à ces ressources-là, c'est vraiment ces méthodes-là qui excellent le plus parce que ça fit pile poil avec qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces méthodes-là. OK. So, j'aime bien l'exemple que tu as mis de Super Smash Bros. Puis je pense que je vais essayer de l'étirer le plus loin possible. Donc là, on a dit AI, c'est quoi? Puis machine learning, c'est que, tu sais, à la base, tu dis au gars, si il attaque avec son épée, mais son bouclier, ça c'est comme number one, right? Peut-être AI, il est intelligent. Machine learning, c'est que tu apprends au programme à apprendre des joueurs pour après savoir qu'est-ce qu'il doit faire. So, tu dis pas au gars, genre, quand il fait son épée, mais ton bouclier, il dit regarde ces vidéos-là. C'est comme si tu disais à un kid, genre, check des vidéos sur YouTube, puis éventuellement, il va savoir que comme, quand l'épée est là, il va mettre son bouclier. Donc, il y a une intuition, right? Yeah. Là, maintenant, tu as mentionné deep learning. Dans ce contexte-là, ça ressemblera à quoi, deep learning, en fait? Le deep learning, je te dirais que c'est une branche du machine learning où est-ce que le modèle que tu utilises, le modèle qui prend ton image et qui te redonne une action, c'est un réseau de neurones artificiels. Un réseau de neurones artificiels, de façon vraiment simple, c'est en gros plein de matrices interconnectées avec un petit peu de sauce entre les matrices pour que ça fonctionne super bien. Mm-hmm. Mais c'est des modèles vraiment, vraiment flexibles. On peut leur faire apprendre des choses que nous, on juge vraiment compliquées. Et c'est pour ça qu'on les utilise maintenant, parce que ça marche super bien. Puis pour revenir à ce qu'on disait tantôt, c'est des modèles qui ont besoin de beaucoup de data puis beaucoup de computing power. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a maintenant. Comparé à d'autres techniques, par exemple, qui n'ont pas nécessairement ce degree of freedom-là. OK. Donc, en fait, ce que tu dis, puis peut-être que, juste pour être sûr, là, quand tu parles de deep learning, c'est... Puis j'ai entendu ça, puis dis-moi si c'est vrai ou non, c'est qu'ils essayent de reproduire un peu à travers des algorithmes ce que notre cerveau fait au niveau d'apprentissage. Parce que ce qu'ils font, c'est que, tu sais, nous, la façon qu'on apprend, c'est qu'on voit des trucs, right? Yeah. On voit des trucs, puis on le voit à répétition, on sait comment le faire. T'sais. Absolument. Par exemple, par exemple, j'essaie d'apprendre à jouer du piano. Je fais juste les mêmes trucs over and over and over and over again, puis mon cerveau l'assimile. Est-ce que c'est comme le même genre de connexion qu'il essaie de faire avec le deep learning? C'est comme, il voit la même chose, le même data, puis il essaie de construire son modèle, puis de s'ajuster à chaque fois? Ouais, en gros, je pense que tu expliques vraiment bien ça. C'est un processus itératif, l'apprentissage. Okay. Tu vas faire des prédictions, je vais te dire comment corriger ces prédictions-là. Tu vas modifier tes paramètres pour que quand je te redonne le même exemple, tu vas être un peu meilleur à le prédire. Mm-hmm. Et c'est ça. De façon générale, je pense que l'analogie avec les humains est relativement bonne. Il y a beaucoup de détails plus techniques qui font en sorte que c'est pas plausible biologiquement ce qu'on fait avec les réseaux artificiels, mais de façon générale, je pense que l'analogie est bonne. OK. Puis là, après ça, donc, on a AI, Machine Learning, Deep Learning. Je vais donner un terme, puis il faut que tu m'expliques c'est quoi. C'est bon. C'est NLP.
NLG ou NLG, ça veut dire quoi exactement? Ça, c'est comme un autre truc là-dedans. Ouais, c'est une branche du AI qui vise à faire de la génération de texte. C'est Natural Language Generation. OK. Un exemple de ça serait quand tu textes quelqu'un, puis Google te propose le prochain mot que tu pensais écrire. Puis c'est rendu quand même assez sophistiqué. Tu es rendu sur Gmail, puis ça te propose comme une phrase au complet. Ouais. Ben ça, c'est Natural Language Generation. OK. Fait que la manière qui est en train de ces modèles-là, si tu vas leur montrer plein de data de texte, puis essaie toujours de prédire le prochain mot. Tu sais, je te montre la phrase du mot 1 à 10, puis tu essaies de produire le 11e mot. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool de ces méthodes-là, c'est que j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui s'assoit puis qui annote manuellement ce data-là. Je peux juste scraper Wikipédia puis Reddit, donner ça à mon modèle, puis il va apprendre par lui-même des représentations vraiment utiles pour plein d'autres choses. OK. Et il va être capable de prédire avec surprenamment beaucoup de certitude c'est quoi le prochain mot. OK. C'est tellement intéressant parce que, tu sais, on parlait de ça justement au début de cette semaine. Tu nous as montré des textes que justement tu commences avec un mot, puis là après ça, il fait une histoire, puis c'est comme super bon, et ainsi de suite. Ça m'a pensé au primaire. Tu sais, quand on joue à des jeux du genre, tu commences un mot, puis là l'autre personne va comme dire un autre mot. Tu parles le téléphone à C'était un genre de téléphone, mais en même temps, ça faisait comme une phrase au complet, genre. Ah, OK, ouais. Je sais pas si tu te rappelles, puis tu ouais. essaies de faire une histoire avec ça, puis les profs étaient super contents. Actually, c'est ça que, justement, que ce procédé-là fait, genre. C'est basically comprendre comment que les histoires se passent, puis comment que l'être humain écrit ou pense ou whatsoever, puis le reproduire de manière comme vraiment automatique. Mais, tu sais, maintenant que tu as vraiment bien expliqué ces concepts-là, une des choses que j'aimerais comprendre, puis c'est un point de vue un peu plus mainstream et business, OK? Donc, c'est une question en deux temps. Est-ce que tu trouves que le AI est overhyped dans le mainstream? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu penses qu'il est overhyped au niveau des business? Parce que nous, étant consultants, on l'entend toujours. Ouais. Oh, il faut qu'on mette du AI dans toutes les opérations de la compagnie. Là, la compagnie arrive, ils essaient, ils sont comme, oh, you know what? Laisse faire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais ton point de vue dans le mainstream puis ton point de vue dans le monde du business. Est-ce que c'est overhyped or not? Je pense que c'est surtout mal compris. First, il y a beaucoup de choses qui sont overhyped parce que les articles que tu vas voir, c'est comme le AI de Google ou whatever a fait cette chose-là, comme a créé son propre langage, whatever. Puis c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est facile de framer ce qui se passe vraiment pour quelque chose d'un peu sensationnaliste. Fait que de cette perspective-là, je pense que c'est quand même overhype. Puis il y a même certaines choses que je trouve qui sont underhype. Tu sais, comme la possibilité de générer des phrases cohérentes. Tu sais, maintenant, comme le passage que je t'ai envoyé au début de semaine, c'est carrément, on a généré une histoire, puis l'histoire se tient. Comme moi, justement, le papier de recherche que j'ai fait sur le Natural Language Generation, ça fait 2 ans peut-être, puis on n'était même pas proche de pouvoir générer une phrase dans de la misère. Puis là, comme on génère des passages super cohérents, mais autant que ça, c'est impressionnant, il manque quelque chose, il manque comme une logique que tu peux pas juste apprendre en lisant du texte. Ces modèles-là, ils vont être capables de générer de quoi de super impressionnant, puis ils vont complètement... ils vont completely fail quand tu vas leur demander comme qu'est-ce qui est plus lourd, une plume ou une valise. Parce que c'est pas comme oui, tu peux l'apprendre à partir du texte, mais c'est vraiment difficile, tandis que nous, c'est vraiment intuitif parce qu'on l'a vu, on l'a touché, on a une expérience avec ces objets-là. Fait que voir que ces algorithmes-là ont ce failure mode aussi comme évident qui pour nous comme est super facile de dire qu'est-ce qui est plus lourd que quelque chose d'autre. Je pense que c'est ça un peu le misconception qu'il y a avec l'AI. Pour revenir à ta question originale de, si je me rappelle bien, de où est-ce que ça fit avec la perspective de business, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que l'AI peut faire puis qu'est-ce que l'AI peut pas faire. De manière vraiment générale, si tu peux bien formuler un objectif que tu veux que ton AI optimise et que tu as le data pour le faire, d'habitude, ça se passe bien. Mais il y a beaucoup de choses que c'est facile juste throw some AI at it, puis que tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir parce que soit que tu n'as pas le bon data, soit que la tâche que tu essaies de faire, c'est pas quelque chose que un modèle qu'on a en ce moment est capable de faire. Puis juste savoir le possible versus le pas possible, je pense que c'est ça la partie vraiment importante du côté business. Puis c'est tough à dire un peu comme si en général c'est overhype ou underhype parce que ça dépend vraiment de la situation. Puis, mais je pense que c'est ça un petit peu avec quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que tu sais, il y a comme un peu ce concept de c'est une boîte noire, tu mets quelque chose puis ça en ressort comme un peu de magie.
Puis je pense que c'est ça, c'est quand on parle de boîte noire, il y a un peu de difficulté à savoir c'est quoi les limitations. Puis je pense qu'un point que tu as apporté qui est intéressant, qu'on entend souvent, c'est il faut que tu donnes des données, genre, à la fin. Puis ces données-là, s'ils sont pas clean, ça n'avait pas de sens. C'est comme si tu apprenais un kid à compter, mais tu donnes juste, genre, des lettres. Tu sais, il va essayer de compter, mais genre, ça va peut-être être bizarre, tu sais. Ouais. C'est un peu comme ça. C'est la même chose. Même, par exemple, les animaux, là. J'ai regardé une affaire dans Discovery Channel. Des fois, j'ai des vibes comme ça. C'est dans le fond, un jeune louveteau qui regarde sa mère marcher, mais sa mère est comme blessée d'une jambe, genre. Ah, celui-là, il va... Fait que là, il apprend à marcher comme avec ses 3 pattes. OK. Mais, tu sais, sa 4e patte est fonctionnelle. C'est juste qu'il a tellement toujours vu du mauvais data Ouais. que comme il va juste le répéter, puis il va stick to it. Puis je pense que c'est la même chose avec le AI, right? Puis en passant, Absolument. real quick, la petite pause, National Geographic, puis les trucs comme ça, c'est le meilleur moyen de comme profiter d'une télé qui est comme high definition. Je sais pas, là, comme, I'm just saying, genre comme yo. Facts. Genre Nature, Yeah, Planet Earth. you know. Yo, genre, La voix ça, du gars de c'est- BBC là, avec un petit accent Yo, british. David numéro Attenborough, yo, Femme, ça, c'est quelque chose qui est Ça, c'est mon underrated. boy. Ça, c'est quelque chose de Yeah. underrated. yeah, 100%. Underhyped. Mais je sais pas si ça allait dire quelque chose ou... Mais sinon, j'ai une question pour toi. Quand j'y pense, j'ai une question pour toi. Parce que là, on a une définition qu'on n'a pas en fait discutée. So, on a parlé de, OK, un langage, t'écris un article, ils font l'article pour toi. Puis je pense que c'est juste peut-être 2 secondes là avant de continuer. C'est intéressant de voir l'article, puis on va le mettre dans les show notes. Ils ont un article qui s'appelait The United Methodists Agree to a Historic Split. Ça veut dire que genre, ils ont mis comme titre, comme si un church est en train de split. Puis ils ont dit à AI, genre, fais un article à partir de ça. Puis là, l'article au complet explique que comme quoi, genre, ouais, ils ont parlé, genre, according to the Washington Post, finalement, à cause que l'Église avait comme des différences sur comme l'orientation sexuelle du monde, ça split. Genre, le AI a juste fait ça lui-même, genre. Wow. Puis c'est fou parce que, tu sais, en même temps, tu dis, OK, tu donnes l'information, il peut faire ça, mais après, tu lui demandes, comme tu as dit, c'est quoi qui est plus lourd entre, genre, tu sais, un crayon ou une plume, il va pas savoir. Mais là, il y a un autre terme que je sais que tu as fait des recherches dessus qui s'appelle continuing learning. Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être peut régler ce problème-là ou c'est quoi exactement continuing learning? Le continual learning, de façon vraiment générale, ça vise à un peu enlever une béquille que le deep learning a besoin pour bien fonctionner. Je pense que c'est plus facile à expliquer avec un exemple. Supposons que, tu sais, on a tous des iPhones ou peu importe quoi ton cellulaire. Quand tu vas dans tes photos, ça peut les grouper par personne. Mais tu fais quoi si, mettons, tu vas entraîner un modèle, l'algorithme va prendre tes photos, va entraîner un modèle, puis à partir de ce modèle-là, va faire cette identification-là sur tes photos. Supposons maintenant que tu as un nouvel ami. Là, tu veux réentraîner ce modèle-là pour qu'il capture cette nouvelle amie-là dans tes photos. Ce que tu aimerais faire, c'est juste prendre le modèle que tu avais avant, lui donner le data du nouvel ami, puis que tu aies une solution qui marche et pour le nouvel ami et pour tout ce que tu avais avant. On ne peut pas faire ça avec le deep learning en ce moment. Ce qu'on doit faire, c'est prendre une nouvelle amie, le racheter à ton database de, je sais pas, mettons 300-400 amis, puis recommencer l'entraînement sur tout ce dataset-là. Fait que c'est vraiment limitant le fait de ne pas pouvoir faire cet apprentissage en continu, ce continual learning-là. OK. Puis c'est quelque chose que, tu sais, nous, les humains, on n'a aucun problème à faire ça. J'ai pas vu un tank ou un clown depuis je sais pas combien d'années, mais quand j'y pense, je sais exactement c'est quoi, puis j'ai pas oublié ce knowledge-là, même si au cours des 10 dernières années, j'ai appris plein d'autres choses. Fait que c'est vraiment ça, le continual learning, c'est donner aux algorithmes la capacité de faire un apprentissage séquentiel. OK. Wow. OK. C'est là, il va falloir que, genre, je sais pas, là, je suis dans de faire un truc parce qu'on va peut-être te donner des exemples, puis il va falloir que tu me dises, genre, oui ou non, genre, ça fait du sens, genre. Dans ce que tu viens de dire, puis on va en parler un peu plus tard au niveau des bias, puis des limitations au niveau du AI. Disons que, par exemple, tu entraînes un modèle, OK? Ça veut dire que tu entraînes un algorithme, ton algorithme, tu peux savoir reconnaître c'est quoi un ami, genre. Yeah. Mais dans ta donnée, tu as juste des amis blancs, genre. Yeah. Puis là, t'es comme, yo, j'ai un nouvel ami, puis là, il se blague, genre. Puis là, ton AI est comme, j'ai pas. C'est-tu un ami? C'est pas un ami? Est-ce que c'est comme un truc comme ça parce qu'il va être confused parce que son dataset est tellement différent qu'il va pas pouvoir apprendre que ça, c'est un ami, mais c'est comme, il est un peu différent, genre? C'est une excellente question. Puis le problème avec ça, c'est. Ça se peut qu'il réussisse à savoir que tu es un ami ou tu n'es pas un ami, mais le truc, c'est la plupart du temps, quand tu lui montres quelque chose qui est out of distribution, qui sort de la distribution de ce que ton training data est,
il va, faire, puis le gros problème, selon moi, c'est qu'il va faire de façon silencieuse. Il va pas te dire, je sais pas quoi faire dans cette situation-là. Il va dire, OK, ça, c'est cet ami-là. Puis il va dire, je suis 95% sûr que cette personne-là, c'est cet ami-là, même quand c'est pas cet ami-là. Puis c'est... Le problème de ça, un peu, c'est que quand tu déploies ces technologies-là de comme facial recognition puis tout ça, le monde qui utilise ces technologies-là, ils font un peu confiance aveugle à l'algorithme. Mais l'algorithme, comme si t'es pour le tester sur une distribution qui n'est pas qu'est-ce qu'il y a vu avant, tu n'as aucune garantie sur qu'est-ce qui va arriver. Puis non seulement ça, c'est que tu ne vas même pas savoir que l'algorithme n'est pas confiant. Fait que ça amène à une suite de problèmes qu'il faut vraiment garder en tête quand on dépasse l'algorithme. J'ai un peu dévié ta question, mais... Non, mais c'est intéressant parce que là, ça me pose comme question... Puis c'est ça un petit peu... C'est un terme qu'on a abordé un peu dans le passé, où est-ce que... C'est même vous qui déployez quelque chose, vous avez des angles morts, puis vous ne le voyez pas. Donc, en construisant ces algorithmes-là, je trouve que c'est intéressant de voir que même ceux qui vont l'utiliser dans la vie de tous les jours vont peut-être pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire-là, vont être encore plus oblivious, vont être encore plus aveuglés par ce qui se pourrait se passer. Comment on fait à ce moment-là pour voir si ton algorithme a eu un fail-safe, s'il y a eu un failure quelque part aussi, OK, finalement, mon algorithme is kind of a bit, racist, I don't know. Yeah. Comment tu fais pour le savoir, genre? C'est une bonne question. J'ai pas de solution parfaite, mais je pense que la première étape pour répondre à cette question-là, c'est, du côté du fabricant qui fabrique cet algorithme-là, first, je pense que c'est ta responsabilité de dire aux personnes qui vont utiliser ça, voici c'est ça le dataset que j'ai utilisé pour l'entraîner. Il y a certaines caractéristiques-là. Il n'y a pas ces autres caractéristiques-là. Fait que j'ai aucune garantie sur si cet algorithme-là va bien fonctionner mettons, sur d'autres domaines. Il y a eu certains articles qui sont sortis sur comment facial recognition, le error rate sur un homme blanc versus une femme noire, on passe de comme 3% à comme 40%. Mm-hmm. C'est immense. Mais comme un fabricant qui va faire ça va dire « j'ai 98% de précision, d'accuracy sur mon testing dataset. » Mais son testing dataset, il est comme son training dataset, puis c'est juste des hommes blancs. Mm-hmm. Fait que dans des situations comme ça, c'est vraiment important que le fabricant soit clair sur c'est quoi le processus qui a été utilisé pour créer cet algorithme-là. Puis c'est pas quelque chose qu'on observe nécessairement parce qu'il y a beaucoup de pas de shadiness, mais I guess de confidentialité sur la conception des algorithmes pour à des fins... c'est des IP. Yeah, exact. Genre, tu veux te le protéger le plus que possible. Mm-hmm. Puis, tu sais, ta question, ça me faisait vraiment penser à un peu... Tout est comme ça un peu dans la vie, genre. Yeah. Dans le sens que quand tu y penses à, mettons, des médicaments ou des vaccins... à la fin de la journée, la personne qui prend, c'est pas exactement il y a quoi dedans. Mm-hmm. Mais tu le prends parce que tu te dis que tu as des corps gouvernementaux, puis tu as des comités, et ainsi de suite, qui est supposé de protéger le public. Mm-hmm. Mais je pense que l'AI est encore trop, peut-être, nouveau pour avoir ça, mais on commence à le voir. On voit des compagnies de réseaux sociaux au congrès everyday nowadays. Donc, je pense que la seule manière de contrer ça, c'est vraiment d'avoir justement des corps qui protègent les gens. Puis aussi qu'une fois, quand tu utilises ce type d'algorithme-là, peut actually te renvoyer de l'information sur comme, en passant, comme je pense que j'ai peut-être fuck up. Puis ça me fait penser à un auto. Je ne sais pas comment mon auto fonctionne, mais si je vois le check engine, je sais qu'il y a un problème. Mm-hmm. I don't know what it is, mais c'est au moins enough pour me protéger puis faire comme que je devrais peut-être pas prendre mon auto pour aller à Mascouche demain matin, genre. Maintenant, j'ai envie d'avoir ton opinion sur plein de trucs. La première chose que je voudrais savoir, OK, parce qu'en 2000, au Québec, des années 2000, non, on va aller avec le référendum. De 95 à 2015, le problème, c'était que les immigrants allaient voler tous les jobs. Là, maintenant, est-ce que le AI va voler tous les jobs? Je pense que le AI va surtout rendre beaucoup de travail plus productif. Il y a des jobs qui sont plus prônes à se faire remplacer, right? Si tu as une job vraiment comme physique de assembly versus une job que tu as étudié depuis comme 15 ans là-dedans puis que tu as besoin de raisonner beaucoup pour faire ce travail-là, ce genre de travail-là, ça risque de toujours être là. Pour revenir à ce que j'ai dit dans le début, les premiers jobs à partir, c'est toujours le travail manuel. Maintenant, tu vas dans un assembly line de Ford, tu vas avoir des robots puis tout ça qui vont potentiellement être entraînés avec l'intelligence artificielle pour être le plus efficace possible.
Fait que, tout ça pour dire que je pense pas que les jobs vont disparaître. Ça se peut qu'au lieu d'être 5 pour faire le travail que vous faites à Deloitte, vous avez besoin d'être 2 parce que l'AI va pouvoir vous rendre 2,5 fois plus efficace. Mm-hmm. Mais comme, tu sais, il va toujours avoir des docteurs, il va toujours avoir des avocats. Ça, c'est sûr que c'est pas l'AI qui va remplacer ça complètement. Ouais, puis je pense qu'il y a comme une... C'est aussi une idée de la compréhension de l'intelligence artificielle où est-ce que... On essaie des trucs puis on réalise finalement ok, peut-être que finalement l'humain est encore nécessaire. Je pense qu'il y a un exemple avec Elon Musk et Tesla quand ils ont, je pense que c'est dans leur Fremont, en tout cas dans une de leurs usines, ils ont essayé de tout robotiser à 100%. Puis c'était comme ok, finalement c'est moins efficace que d'avoir des humains, mais finalement ce qu'ils ont fait c'est comme un mix des deux où ils sont comme ok, la robotisation n'est pas encore là, puis le AI n'est pas encore là, donc on a quand même besoin des humains pour faire ça. Puis éventuellement il y aura besoin de monde qui vont besoin de comprendre comment ces algorithmes marchent, puis faire de la maintenance aussi, j'imagine. Puis dans le fond, une autre chose que j'aimerais te demander par rapport à ça, c'est pour les gens qui sont présentement à l'université ou qui viennent de commencer leur carrière, ce serait quoi qu'ils devraient développer en termes de compétences pour être encore relevant, pour être encore utile dans le futur? Je pense qu'avoir des connaissances de base en programmation, c'est le meilleur bang for your buck, dans le sens que avec juste un petit peu de connaissance, tu peux faire beaucoup de choses. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mettons, avec les mathématiques. Tu sais, je me rappelle, même comme au cégep, personne ne me payait pour faire Pythagore, right? Tandis qu'après mon premier cours de computer science, j'avais déjà les outils nécessaires pour concevoir des prototypes de certains programmes. Ça va pas être les plus efficaces, ça allait pas être les plus nice, les plus beaux visuellement, mais ça fonctionne. Fait que juste avoir un peu des connaissances de base, ça te permet aussi d'évaluer comme rapidement, mais peut-être un peu grossièrement, qu'est-ce que tu peux faire puis qu'est-ce qui est dans la mesure du possible. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Puis ça va aussi t'aider à savoir comme qu'est-ce que je peux automatiser puis qu'est-ce qui vaut la peine d'automatiser. Je trouve ça super intéressant parce que tu parlais de Tesla. Dans la biographie d'Elon Musk, justement, il parlait de quand il a créé WinZip. Je pense que c'était un petit squad en train de le faire. Puis Elon Musk, super smart dude, mais c'était pas le meilleur programmeur. Fait que quand il faisait ses trucs de programme, ces trucs étaient comme vraiment pas bien organisés, puis c'était comme pas beau. Fait que si quelqu'un d'autre voulait comme rajouter quelque chose dans son code, il pouvait juste pas. Parce que la manière qu'il faisait, c'était pas standard. Mais c'était good enough pour avoir un prototype, puis que là, les gars détruisaient ces trucs, ils refaisaient la même chose, mais un peu mieux, puis il a pu build up on that. Exactement. Donc on peut voir que pour lui, ça l'a amené jusqu'à le Neuralink, mais on va parler d'autres choses. Là. on en parlera dans un autre épisode de genre, si tu veux, tu vas nous joindre. Genre, avec la base, tu peux finalement, aller vraiment loin. Puis juste pour rapidement, là, tu dis programmation, t'as-tu des langages de code en préférence? C'est quoi les plus populaires? Moi, je suis un gros fan de Python. Python, c'est un langage qui est vraiment high level. Tu veux ouvrir un fichier CSV, ça te prend 3 lignes de code. Tu veux faire ça en d'autres langages, ça peut être comme 3-4 fois plus long. Puis il y a beaucoup de... Pour tout ce que tu veux faire, il y a un package public qui va faire la tâche que tu as besoin de faire. Le désavantage de Python, c'est que c'est pas le langage le plus efficace, mais mettons en machine learning, on va utiliser des librairies qu'on a une interface en Python, mais que dans le back-end, en arrière, c'est tout optimisé en C++ sur des GPU. Fait qu'on a un peu le meilleur des deux mondes, parce qu'on a le easiness de Python et le computing power, la force brute de langage plus low-level, comme C++, puis tout ce qui roule sur GPU, dans le fond. Okay. Fait que Python, c'est... Sur Python. Donc, durant le prochain lockdown, apprenez Python. Apprenez Python, guys. Yeah, c'est vraiment ça le vibe. Mais dernière question pour toi. Parce que là, ça, c'est la question qui va te tuer. Là. À quand on peut s'attendre à avoir un evil AI à la iRobot ou à la genre Terminator qui pense par elle-même puis qui un jour se lève puis c'est quoi les humains? C'est de la merde. I'm just gonna kill them all. Autant que j'aimerais... Ben, I guess pas j'aimerais, mais je serais curieux de voir ça. Ça serait quand même intéressant. Mais ça va pas arriver comme... On est tellement loin de se rendre là pour une multitude de raisons. Comme, tu sais, premièrement, comme je disais tantôt, les algorithmes qu'on a en ce moment, ils ont beau être capables de faire des choses vraiment phénoménales. Ils sont vraiment stupides dans beaucoup de choses qui sont nécessaires pour take over the world. Puis deuxièmement, les algorithmes qu'on développe, ils opèrent dans un carré de sable. Tout ce qu'ils connaissent, l'AI qui a été développé pour jouer à Go, mettons, tout ce qu'ils connaissent, c'est Go. Tu peux le mettre devant un board d'échecs, il sait pas quoi faire. Fait que le niveau de spécialisation qu'on requiert des algorithmes pour accomplir une tâche précise, c'est pas quelque chose qui va leur permettre de généraliser puis de take over the world. Fait que
je m'inquiéterais vraiment pas pour ça. So, t'as pas d'AI qui... Je sais pas, je pense à comme un AI général là, que tu pourrais juste lui dire comme voici un téléphone, 2 + 2 = 4. Puis il fait juste apprendre n'importe quoi, genre. Absolument, mais ce AI-là, c'est très, très, très facile pour moi de lui dire quand t'entends ce son-là, arrête. Ou comme quand je pèse ce bouton-là, just turn off. OK. Puis, tu sais, on a la technologie, puis juste, même pas qu'on l'a, c'est juste that's the way it is. Le programme, il fait ce qu'on lui demande de faire. Fait que si tu lui demandes de rien faire que si tu veux pas qu'il fasse, tu n'auras pas ce problème-là. Bon, là, j'exagère peut-être un petit peu parce que certaines choses, c'est pas super opaque de c'est quoi le raisonnement, mais comme si je demande à mon ordi de donner une image puis de me donner une action qu'il ferait, whatever, il va pas aller sur le dark web puis installer des virus sur mon ordi. Là. C'est pas quelque chose qui est dans la mesure du possible. J'entends un truc comme yo, fuck this shit. Je suis pas sûr de ce que mon utilisateur me dit. Laisse-moi aller checker dans le dark web. Mais c'est ça, Aruba, c'est un de mes films préférés. C'était que genre, t'avais une des règles, c'est que tu hurt pas ton humain, genre, puis là, le robot était comme, il went against it, tout le monde était comme, oh shit, c'est actually possible. C'est arrivé une fois, puis je pense que c'est les règles d'Isaac Asimov, qui ont été établies dans... Tu sais, qu'est-ce que je trouve vraiment drôle par rapport aux films avec le AI, genre? C'est que les AI sont toujours comme gars ou filles. Mais genre, j'ai jamais compris pourquoi que les êtres humains, on essaie de donner un gender. C'est vrai, ça. Même, je trouve ça tellement fucked up. Ça pourrait juste être a thing. C'est comme AI. Tu comprends? Tu l'appelles, je sais pas, genre. Je pense dans iRobot, je pense qu'elle a une voix de femme. Ouais. Même, tu sais que je pense qu'ils sont allés... Je pense qu'il y a un truc qui s'est passé durant l'été. Ils ont décidé que comme, admettons, les voice assistants, comme Siri et tout ça, ça sera plus une femme par défaut. Yeah, parce que ça fait juste... ça fait juste recréer le même... Fait que, tu sais, on parlait des bias et des trucs comme ça. On a du chemin à faire. Il y a beaucoup de trucs à faire. Exact. Yeah. As-tu des derniers mots, quelque chose que tu aimerais donner à la population en termes d'AI, une recommandation sur... informez-vous. Je pense qu'il y a énormément de ressources sur Internet. Si vous avez des questions spécifiques, moi, c'est ce que je fais à journée longue, Google des questions. Les réponses sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à reach out à moi directement. Vraiment, ça me fait plaisir. Puis, merci pour l'invitation, man. That's all. Écoute, ça nous fait plaisir. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre épisode sur l'intelligence artificielle. N'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Twitter ou par Facebook et par courriel, en fait. Donc, on publie un épisode chaque 2 semaines. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. Et avec Lucas. All right. Pour Les Généralistes, see you next time.